Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Mais moi, je vous entends pas. Mais donc, je pense que c'est parce que c'est un format webinaire que je connais pas très bien. Est-ce que vous voyez l'écran avec un document PDF qui s'appelle Formation initiale du commissaire sportif? Effectivement, on ne peut pas parler, ce qui est un peu dommage. Euh, euh, Olivier, tu m'entends? Est-ce que tu sais si je peux te donner la parole d'une manière ou d'une autre en permanence? Ça y est, j'ai trouvé. Tu m'entends, Olivier? Oui, je t'entends. Très bien. Bah, écoute, je te laisse le micro ouvert pour que tu puisses éventuellement intervenir. Euh, et donc, si d'autres personnes souhaitent s'exprimer, Olivier, tu pourras me le signaler parce que je risque de pas le voir, perdu, lancé dans mes explications, et me dire donc de leur donner la parole. Ça marche. Je surveille le chat, mais je suis pas sûr de voir les messages des autres. Ah, est-ce que tu arrives à voir qu'ils ont levé la main? Non, 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 j'ai pas l'impression. Je vois que mes messages à Bon. moi. Bon, est-ce que l'image est bonne sur l'écran? Est-ce que je peux l'agrandir encore? Oui, je pense que tu peux agrandir. T'as pas le PPT? Non, parce que sur l'ordinateur que j'utilise, je n'ai pas la chaîne Microsoft Office, j'utilise le format PDF. Ok, ok. Donc j'ai peur qu'on soit obligé de rester sur cette taille-là. Est-ce que c'est assez lisible quand même? Oui, je pense que c'est lisible, hein. Je peux peut-être fermer Bon. tous les outils en haut à gauche là. Les outils en haut à Petite gauche. croix, la petite croix en dessous. C'est-à-dire? Là où c'est marqué tous les. Voilà Ah ça. oui, d'accord, très bien. Ah oui, c'est mieux comme ça. Bon, alors on a beaucoup d'inscrits. On va attendre encore un petit peu. Il y a plus de 70 personnes qui sont inscrites. Et actuellement, alors comment on fait pour savoir qui sont les participants? Euh, 28. On est à 28 actuellement, donc on va un petit peu attendre. Euh, Olivier, si tu m'entends, est-ce qu'il y a moyen de voir sur le côté, par un bandeau vertical, les noms des panélistes qui participent en tant que spectateurs, mais de voir quand même quand ils lèvent la main? Pour le moment, j'ai pas le moyen de le visualiser, ça. Je pense que ça doit être possible.
Alors je vois par exemple, oui, que Nathan offrait à lever la main, ça je le vois apparaître, mais c'est donc le seul moyen, c'est lorsqu'ils le font, ça apparaît en haut sur mon écran, c'est bien ça? Ouais, et j'ai l'impression que ça apparaît que chez toi. Que chez moi, et Ouais. d'accord. Bonjour Karl, je crois qu'on se connaît un petit peu de Vinon. Euh, bon, ça va être un peu chaotique parce que c'est la première fois que je fais une visio en mode webinaire et je peux dire que c'est pas très très convivial pour l'orateur, hein. Il aurait peut-être été plus facile de faire une simple Zoom avec tous les invités qui puissent tous être vus et pouvoir s'exprimer micro ouvert. C'est un peu dommage. On attend encore une minute et puis on va démarrer tout doucement. Est-ce que vous me voyez bien, vous? Oh, bah oui, on voit plutôt Oui. bien. Bon. Allez, on démarre gentiment. Donc, bienvenue à tous, hein. Bienvenue notamment à tous les nouveaux commissaires sportifs, donc ce que j'appelle les rookies dans mon jargon de course automobile. Euh, alors, je tiens à préciser une chose. Il y a peut-être eu un peu comment dire, un malentendu au moment des inscriptions. Ce webinaire est destiné principalement aux commissaires sportifs débutants. J'ai vu parmi la liste des personnes invitées qui se sont proposées donc pour participer qu'il y avait beaucoup de commissaires sportifs déjà actifs et je m'en réjouis. Mais sachez que je comptais organiser un webinaire de remise à niveau pour les commissaires confirmés d'ici la fin du mois. Donc sachez que vous êtes tout à fait bienvenus pour la suite de ce séminaire. Qui démarre maintenant, mais qu'il sera nécessairement un peu plus basique, si j'ose dire, mais c'est un terme péjoratif. Il prendra les choses, disons, par le commencement, pour ceux qui découvrent le code sportif et la fonction de commissaire. Donc, de ce point de vue-là, soyez patients. Vous n'y trouverez peut-être pas toutes les réponses à toutes les questions pointues que vous aviez en tête, mais on pourra se revoir donc à la fin du mois pour un séminaire on va dire, de technicité un peu plus forte. Donc, ce que je vous propose de parcourir aujourd'hui, c'est la slide suivante, c'est les points suivants. Regardez l'architecture générale du code sportif, passer un petit peu de temps sur quelques points importants du CS3. Le CS3, c'est code sportif section 3. Parler de EVA, qui est un outil indispensable, qui est incontournable pour saisir des épreuves FAI. Parler du rôle d'un commissaire sportif dans un club, vous verrez que c'est assez large. Les supports qui vous seront utiles, donc le kit de formation dans notre jargon, qui vous permettra justement de vous, de vous perfectionner, et une petite conclusion. Alors, le prérequis, c'est avez-vous lu le code sportif? J'espère que oui, surtout que je crois que dans les invitations personnalisées que j'avais fait aux rookies, je leur avais donné quelques précisions sur ce qu'il fallait qu'ils lisent. Alors, on va vite regarder ce code sportif, justement. Donc, je vais ouvrir un autre document qui est le code sportif, que je vais partager avec vous. On va pas y passer des heures, hein, parce que c'est un peu barbant, autant le dire, mais simplement vous montrer où sont les choses que vous devez absolument maîtriser. Donc là, j'ai arrêté le partage et je m'en vais lancer un autre partage qui est le code sportif partagé. Olivier, tu me dis si document apparaît bien. Est-ce que vous l'avez? Ouais, on le voit là. Parfait. Donc, le code sportif, c'est un gros pavé qui évolue chaque année, dont j'ai le plaisir d'assurer depuis cette année la traduction. François-Louis Henry, se faisant un peu plus vieux chaque année, m'a demandé de prendre le relais, que je fais avec plaisir, mais on le faisait ensemble depuis déjà pas mal d'années. C'est un vrai plaisir de prendre sa succession.
Alors, le code sportif, vous avez une introduction. Point intéressant, c'est que en début de code sportif, vous avez toujours les choses qui ont changé. Donc là, vous le trouverez. Où est-ce que c'est? Ben, je l'ai déjà sauté. C'est un petit peu plus haut. Ça doit être par là. Où est-ce que c'est? Voilà. C'est donc la page, je ne vois pas le numéro, mais changement du CS3 de 2024. Vous voyez, il y a très très peu de changements cette année. Quelquefois, la page est pleine, et il y en a même quelquefois plus qu'une. Donc, je continue. Vous avez les définitions. Alors, c'est un peu barbant, mais ça vaut le coup de les lire au moins une fois pour bien comprendre ce que chaque terme veut dire. C'est un peu comme dans un document juridique, hein, on commence par des définitions. Et là, vous verrez que, bon, l'ANC, tout ça, c'est peut-être pas très intéressant, mais par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un EV, un enregistreur de vol, et quelle est la différence avec un EP? C'est là que vous pourrez le trouver. Les MDP, donc bah, les moyens de propulsion, c'est décrit là. Et puis vous allez avoir les points de passage, par exemple. Quelle est la différence entre un point de passage et un point de virage? Des choses comme ça. Justement, point de virage, c'est juste après. Les zones d'observation, leur définition, les cadrans, qu'est-ce que c'est qu'un point de départ, qu'est-ce que c'est qu'un circuit? Hein, un circuit, c'est une distance, mais dont le point de départ et d'arrivée sont confondus. C'est une distance, mais qui revient en circuit fermé. Donc ça vaut le coup de le lire au moins une fois. Définition des heures, alors c'est peut-être un peu plus technique, du gain d'altitude. Vous avez ensuite les différents types de circuits, hein, les lignes droites libres, les lignes brisées libres, etc. Pour la petite histoire, la ligne brisée libre, c'est le parcours libre de l'année de coupe. En termes FAI, c'est une ligne brisée libre. On y reviendra tout à l'heure. Donc les définitions, et puis vous avez ce tableau enfin de chapitres qui est un peu assommant à lire, mais en fait qui reprend la totalité de ce qu'il faut savoir une fois qu'on a lu les définitions. Vous pouvez vous référer à ce tableau, tout y est, d'un seul coup d'œil. Ensuite, sans doute la partie la plus intéressante pour nos rookies, c'est de lire les 4 pages des badges FAI. Hein. Donc les généralités, le dessin des badges. Il manque un badge dans cette représentation. C'est une spécificité française, c'est le diplôme de l'aigle qui se situe entre les 3 diamants et le 750. Là, ils ont mis le 1000, mais il y a aussi le 750 qui n'est pas représenté. Les conditions d'obtention, donc vous voyez les différents critères. Alors vous voyez par exemple, il y a une chose que certains ne savent pas, c'est que pour avoir son badge d'or, il faut avoir fait sa distance, son gain d'altitude de 3000 mètres, mais également la durée. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas fait votre durée de 5 heures parce que vous n'avez pas fait le badge d'argent, que vous attaquez directement sur le badge d'or, il faut penser à faire une durée de 5 heures. Ce qui n'est pas intuitif parce qu'avec les planeurs très modernes que l'on a maintenant, même en club, avec un Ventus 2, vous pouvez tourner un circuit de 300 en moins de 5 heures. Donc, on n'est plus comme en 1950, qui était l'époque où le code sportif a été, on va dire, mis en place. Les choses changent. Et là, on voit un petit, comment dire, un petit, une petite faille dans le dispositif. Donc, vous avez les diplômes, les enregistreurs, et notamment le fait que on ne peut pas utiliser n'importe quel enregistreur selon les épreuves. En gros, plus les épreuves sont difficiles, plus le nombre d'enregistreurs homologués se réduit. Pour faire simple, on va y revenir tout à l'heure. Pour les badges d'argent et d'or, on peut prendre des enregistreurs de vol et des enregistreurs de position. Pour tout ce qui est au-dessus, c'est-à-dire diamant, aigle et diplôme, c'est au minimum un enregistreur de vol. Il y a 3 catégories d'enregistreurs de vol et seules les catégories 1 permettent de faire des records de France, des records du monde. Hein. D'ailleurs, vous avez une autre pièce jointe que je vais vous montrer tout de suite parce que elle vous sera utile dans c'est-à-dire dans vos contrôles. C'est justement de savoir quel est le niveau d'homologation de votre enregistreur. Donc là, j'ai supprimer le partage pour aller sur la liste des enregistreurs de vol approuvés. Alors, c'est un document qui n'a pas beaucoup évolué récemment, parce qu'il a déjà 3 ans et demi. C'est un document qui donc est, comment dire, géré au niveau de la FAI. C'est un document qui est universel. C'est le GFAC
qui s'en occupe. C'est une cellule qui est spécialisée les validations et donc les tests de sécurité des enregistreurs de vol. Et donc, vous voyez, on va prendre des produits que vous connaissez bien, par exemple le Nano 3, le Nano 3 qui est très populaire, Nano 4 également. Eh bien, il est toujours en production. Le Yes, ça veut dire il est encore en production. Il est de catégorie 1, All Flights, donc aussi bien un badge d'argent qu'un record du monde. Et il est équipé d'un ELL. Et son homologation remonte au 24 mai. Vous avez la fiche d'homologation avec le lien direct. Si vous regardez un petit peu plus, toujours chez LXNav, on va avoir des surprises. Par exemple, je descends un petit peu, je ne sais pas si je vais vous le trouver. Oui, ben voilà, le LX20 que j'ai eu dans mon vieux Nimbus 3 il y a 25 ans, et le LX5000 aussi, qui était une belle machine très répandue. Aujourd'hui, il n'est plus que catégorie 3. Alors qu'il y a quelques années, on pouvait faire des tentatives de record avec. Donc, c'est la même chose pour le Volkslogger. Méfiez-vous, les vieux loggers IGC, il y a X années, sont quelquefois restreints à des épreuves de badge, on va dire, de catégorie argent, or et diamant, et c'est tout. Pas de, pas de diplôme de 750 avec. Je me permets Voilà, je referme cette d'intervenir, parenthèse. Jean-Michel? Pardon? Oui, oui, je me permets juste d'intervenir aussi pour faire Vas-y. remarquer les flarmes, parce que c'est peut-être dans les clubs ce qui va être le plus présent. Oui, Euh, Bien montrer qu'un flarm, on peut pas tout faire avec non plus, hein. absolument. Ben, on va essayer de prendre un exemple. Voilà, flamme. Alors là, vous avez les flammes IGC. Donc, quand vous avez un flamme IGC, et vous pouvez le voir dans son nom de codage lorsque vous ouvrez le fichier avec un analyseur de. De toute façon, enfin, il est repéré différemment d'un flamme non IGC. Et donc, sachez qu'avec un flamme IGC, vous pouvez faire des épreuves, mais ça s'arrête au diamant. Même si les IGC, ce n'est que du diamant, donc pas de diplôme 750 et plus. Et pour les flammes non IGC, vous êtes comme un enregistreur de position, donc limité aux petits, ce qu'on appelle les petits badges dans le jargon des commissaires. Voilà, c'est ce que je voulais faire remarquer, c'est l'appellation IGC, ça veut pas dire qu'on peut tout faire avec. Exactement, puisqu'on vient de le dire, hein, mais je complète Olivier, le label IGC a trois niveaux, et on va y venir tout à l'heure, hein, mais ces trois niveaux donc ne permettent pas de faire tout ce qu'on veut. En fonction des niveaux, on peut faire tout ce qu'on veut. Le seul qui permet de tout faire, c'est le niveau 1. Mais on va le développer tout à l'heure, hein. Donc je reviens au code sportif, arrêter le partage et revenir. Où est-ce qu'il est celui-là? Je l'ai perdu. Tiens. Ah non, je sais. Voilà. Et maintenant, c'est là. Ça doit être ici. C'est peut-être là. J'espère que c'est bien là. Oui. Vous avez retrouvé le code sportif avec moi? Oui. Ouais, oui, Donc, c'est bon ça. donc, on termine la partie des badges hein, avec tout le chapitre sur les déclarations, hein. Erreurs. Ensuite, ça devient plus difficile. On y reviendra tout à l'heure. Les conditions de validation. De temps en temps, je perds la connexion chez moi. J'ai un petit problème de stabilité. Dites-moi si vous n'avez pas capté quelque chose et je le répéterai, hein. Et c'est terminé pour les badges FAI, les 5 pages. Et ben voilà, on arrive à la page 15. Vous avez les questions d'étalonnage, qui va être un sujet qu'on va traiter tout à l'heure. Et c'est terminé. Ensuite, on passe aux records. Donc, les records, sachez que vous avez l'habilitation pour les traiter. Généralement, ce que font les commissaires sportifs qui ont un pilote qui se propose de tenter un record, c'est il prend contact avec moi pour justement qu'on règle les détails de ce qu'il faut garder en tête, puisqu'il y a des exigences plus fortes pour une tentative de record que pour un badge, notamment un petit badge. Donc ça se prépare, mais je suis là pour ça. Et donc, je l'ai fait plusieurs fois avec des commissaires débutants, et ça s'est toujours très bien passé. Donc, surtout, ne freinez pas un pilote qui souhaiterait faire quelque chose dans le domaine des records, parce que vous vous considérez comme inexpérimenté. Je peux vous coacher pour que ça se passe dans les meilleures conditions.
Donc on va passer rapidement sur les records et on va juste regarder pour vous faire peur, parce que vous allez voir que je ne vais pas tellement insister sur ce sujet, c'est le rôle et les actions de contrôle que doit faire le commissaire sportif. Donc, lisez-le au moins une fois, là aussi, quand vous avez un peu de temps. Vous allez voir qu'il y a une avalanche de choses à faire qui font un peu peur. On essaie de simplifier au maximum en France pour que ça ne devienne pas répulsif. Mais il faut savoir qu'on part de loin, on est sur un texte qui a été écrit à l'époque où on utilisait des jumelles au sol ou bien des contrôles par appareil photo et où les choses étaient extrêmement carrées. Maintenant, avec les loggers et les systèmes d'analyse électronique via des logiciels type CU, les choses se font beaucoup plus vite et pour bien moins cher, parce qu'on n'est pas obligé de dépenser une pellicule et son développement. Mais il y a quand même des exigences quelquefois qui sont un peu contraignantes. Donc voilà, vous avez tous les contrôles qui sont comment dire, expliqués là. Et puis j'en terminerai avec le code sportif, juste pour vous signaler qu'il existe une annexe C, qui est un véritable roman de, je sais plus, 40 ou 50 pages, qui est très très bien rédigé, mais un peu long. Lisez-le, au moins sur les chapitres qui vous intéressent, vous verrez, c'est bourré de conseils et de commentaires qui sont très judicieux. Je vais peut-être juste vous montrer à quoi il peut ressembler. Pour ça, je vais ouvrir le document. Annexe C. Voilà, je suis en train de l'ouvrir et je vais stopper le partage et en ouvrir un autre. Voilà. Donc, ce document fait 41 pages exactement. Il est très rédigé. Là encore, c'est le travail de François Louis qui, ça lui a pris vraiment beaucoup de temps. Et vous avez, vous voyez, en table des matières, des zooms sur, on va un peu regarder ça, sur les épreuves, sur les problèmes d'altitude qui sont explicités. C'est-à-dire que c'est pas seulement une règle, c'est une explicitation. Même chose sur les différents types de départ. On introduit la notion de vache virtuelle et tout. C'est très bien fait. Donc ça va vous ouvrir les yeux sur des choses que peut-être vous n'aviez pas pigé en lisant simplement un règlement un peu aride. L'installation de l'enregistreur, les actions du pilote, les actions du commissaire, avant le vol, après le vol, l'analyse des enregistrements, ça c'est peut-être un petit peu aride, et la question des planeurs motorisés. Et lui aussi, il est actualisé chaque année, il évolue, donc il est plein de... C'est une ressource supplémentaire qu'on a un peu tendance à oublier. Voilà, donc ça, on a terminé avec ce premier chapitre. Est-ce qu'il y a des questions? Jean-Michel, pour juste rappeler, tous ces documents, ils sont disponibles sur le site de la Fédé dans l'espace commissaire sportif. Je sais pas si... Tout à fait. Il faut que vous alliez dans donc, le site FFVP, dans la partie sport, et ensuite, j'ai un trou de mémoire parce que je le fais, ça doit être les outils du commissaire. Non, c'est le pilote sportif, et ensuite vous allez dans les outils du pilote et du commissaire. C'est un petit peu, c'est un peu sinueux comme chemin, mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que j'ai un peu bossé cet hiver et tout est à jour, y compris des dernières évolutions du code sportif et tout. Donc, les documents sont là et vous pouvez bien sûr les ouvrir et les télécharger. Alors, je reviens à alors, partager, à ma présentation. Tac, voilà. On a passé le premier chapitre, l'architecture générale. Voilà. Donc, juste vous rappeler deux, trois choses que j'ai pu donc évoquer indirectement. Les diplômes et les badges existent depuis 80 ans. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ce sont des règles qui sont constantes dans le temps, à quelques adaptations près liées principalement au progrès technique. Et ce sont les mêmes dans tous les pays du monde. Ça, c'est quelque chose d'important, ce qui leur confère une valeur irréfutable et en plus un tiers indépendant qui a été formé et qui, de ce point de vue-là, par mon intermédiaire, entre guillemets, rend des comptes à l'IGC, fait que les contrôles sont faits de la même manière dans les différents pays.
Et donc, c'est la preuve que les choses ont été faites avec impartialité, rigueur et confiance. Donc, la gamme des badges et des diplômes est la suivante. Vous les avez ici qui sont rédigés en texte. Hein. Donc, trois badges plus un diplôme qui ressemble furieusement à un badge qui est l'aigle. Mais on l'a appelé diplôme de l'aigle parce que c'est un diplôme FFVP. Il n'est pas dans la nomenclature FAI. Et ensuite, les diplômes de distance, le 750, le 1000, 1250. D'ailleurs, une petite anecdote à propos du 750, c'est qu'au départ, c'était un diplôme FFVP qui a été créé il y a plus de 30 ans maintenant. Et il a ensuite été repris par l'IGC, pas mal d'années après avoir été introduit en France. Vous avez une représentation graphique, peut-être qui permet de bien voir les familles de disciplines. Donc, vous avez la durée d'argent 5 heures, que j'aurais pu reporter sur or. Hein. C'est peut-être d'ailleurs un truc que je vais faire. Puisque l'or est également réclamé pour obtenir, pardon, la durée des 5 heures est également réclamée pour avoir le badge d'or. Puis ensuite, avec une échelle, hein, les surfaces colorées sont à l'échelle, c'est-à-dire que le gain d'altitude de 1000 mètres devient 3000 pour l'or et 5000 pour le diamant. Les distances de 50 km passe à 300 pour l'or, à 500 pour le diamant, à 750 pour le diplôme de 750. Et puis il y a cet animal hybride qui s'appelle le 650 type Netcoupe, parce que ce n'est pas tout à fait une distance au sens officiel de la FAI, puisque vous n'avez pas besoin de déclarer les points de virage avant le vol, alors que dans une distance FAI, vous n'avez pas déclaré de départ ni d'arrivée, vous pouvez le faire, mais en revanche, vous devez déclarer les points de virage. Dans le cas de la ligne brisée libre du diplôme de l'aigle, vous faites comme pour la Netco pour l'OLC, vous volez au max, vous allez où c'est bon, et vous regardez après combien vous avez fait de kilomètres sur 4 branches. Vous avez les circuits, 300 km et 500 km pour le diplôme de l'aigle. Il n'y a pas de circuit dans les diplômes. Et donc, cette nouveauté sur l'aigle, qui est le 100 km/h de vitesse moyenne mini sur un circuit d'au moins 300 km. Donc, cette vue panoramique est en fait, on va juste oui, faire un petit parallèle parce que c'est un truc qui m'a interpellé et que j'ai encore étoffé récemment. Le ski avec les étoiles, les chamois, les flèches de bronze, d'argent, d'or, le judo avec leurs différentes couleurs, les golfeurs, le sport individuel le plus pratiqué au monde avec ses fameux handicaps, l'équitation, le tennis aussi avec ses niveaux de 35 jusqu'à moins 4,6. Tous ces sports individuels qui représentent près de 3 millions de licenciés si on y intègre le tennis, ont en point commun d'avoir une gamme de jalons sportifs gradués depuis les débutants jusqu'à l'élite. Et ça, c'est quelque chose qui devrait et qui doit, je pense, exister également pour les pilotes. C'est un excellent moyen de se tirer vers le haut, une excellente émulation. S'il n'y a pas de questions sur cette introduction, on va regarder maintenant quelques difficultés qui reviennent régulièrement et que vous allez devoir traiter immanquablement, même peut-être dès votre première homologation, demande d'homologation. Alors, on va regarder d'abord les types d'enregistreurs. On en a un petit peu effleuré le point tout à l'heure, on va un peu développer maintenant. Je vous ai fait la comparaison entre un EP et un EV. Un EV a un capteur de pression atmosphérique. Un EP n'en a pas. Il ne mesure que l'altitude GPS. Raison pour laquelle, alors il y a beaucoup à dire à ce sujet, mais on ne prend pour les enregistreurs de position que la validation. On ne peut les valider, utiliser ces outils que pour valider des petits badges. Donc, vous avez les différents niveaux qui sont exprimés dans la partie du haut de ce tableau. Les EV, donc enregistreurs de vol de catégorie 1, vous pouvez tout faire avec, des records, des diplômes, des badges, de la Coupe fédérale sur WeGlide et le championnat des clubs. Pour les catégories 2, vous pouvez tout faire sauf les records. Pour les EV de catégorie 3, vous pouvez tout faire sauf les records et les diplômes, mais toujours tous les badges, y compris le diplôme de l'Aigle, donc la Coupe fédérale WeGlide et le championnat des clubs. Et pour les EP, alors là, la liste devient quand même plus courte. Vous ne pouvez le faire que les badges argent et d'or, la Coupe fédérale, WeGlide et championnat du club. Donc, si on regarde la matrice non plus en abscisse mais en ordonnée, vous pouvez dire que vos badges d'argent, vous pouvez faire ça avec tous les EV et tous les EP.
Les badges de diamant et le diplôme de l'aigle avec uniquement des EV, les EP sont exclus. Les diplômes 750 et 1000, uniquement des EV de catégorie 1 et 2. Et les records, uniquement des EV de catégorie 1. Donc ça donne un tableau qui ressemble à ça. Bon, c'est pas très très lisible, mais ça reprend exactement ce que je viens de vous dire. Alors, il y a une information importante, ben, on va y venir puisqu'on va parler d'étalonnage dans un instant, donc je la garde pour plus tard. Voilà, les étalonnages. Ça, c'est vraiment un sujet qui nous embête, même si les choses ont enfin un peu bougé, puisque jusqu'à une époque récente, il fallait étalonner, selon le code sportif, tous les loggers pour toutes les épreuves. Et ça, c'était extrêmement embêtant, surtout dans les clubs qui sont pas munis de cocotte minute, qui savent pas faire. Donc, c'était vraiment un truc emmerdant. Aujourd'hui, l'assouplissement qui a eu lieu donc il y a 2 ans, en octobre 2023, permet déjà de simplifier pas mal les choses, puisqu'on n'a plus besoin de faire un étalonnage. Je vous rappelle que cet étalonnage devait être fait soit dans les 5 ans qui précèdent la performance, donc le jour du vol, soit dans les 2 mois qui suivent le vol. Donc cette exigence a été supprimée pour tous les badges, y inclut le diplôme de l'aigle, sauf une épreuve, le gain de 5000 du diamant. Donc ça c'est bien. Alors pour le diplôme, pardon, pour le gain de 5000, je le dis oralement, je l'écrirai pas officiellement dans un document qui pourrait circuler. On joue la carte de la tolérance à la FFVP et donc on accepte à condition qu'il y ait une marge de 100 mètres de plus, comme on l'aurait fait pour les EP qui ne fonctionnent qu'avec une altitude GPS. On accepte pour un gain de 5000, ben avec 5100 mètres, on le validera. Le sens de l'histoire est clairement pour la suppression totale de cette exigence. Je vous signale que les championnats, que ce soit des championnats d'Europe ou du monde, ne demandent plus non plus le moindre étalonnage. Donc il ne reste pour le moment que les diplômes et les records. Bon, lorsqu'on est à un niveau de diplôme 750 ou 1000 ou point record, très souvent, on est le propriétaire de son planeur, ou du moins, on sait très bien comment fonctionnent les planeurs. On sait comment les démonter, les envoyer chez le constructeur pendant l'hiver, en prévision d'une performance à venir. Donc, on sait s'organiser, et j'espère que ce verrou sautera là aussi dans les prochaines années. S'il n'y a pas de questions, je continue sur le point suivant, la déclaration. Oui, ça Juste aussi. un petit truc, Jean-Michel. Oui, Sur le guide de réalisation des badges, sur le 750 et plus, c'est toujours stipulé l'étalonnage. Mais en fait, on est bien oui. d'accord que, on n'a plus besoin, quoi. Ah si, pour les 750, alors C'est ça, oui. j'ai pas bien compris ce que tu disais. Tu parlais bien du Ah, 750? oui, oui, oui. Eh Vérifier ben que non. l'étalonnage de l'enregistreur date de moins de 5 ans. On est toujours dans ce cas-là. Ah ben oui, pour le Ouais, 750, on a besoin ok. d'un étalonnage. Ouais, d'accord. Ce n'est pas un Et- badge, c'est un Ouais, diplôme. ah oui, Oui, ce que j'appelle les diplômes, c'est c'est ça, 750 et plus. c'est Et quelque les chose que. badges, c'est tout ce qui est en dessous, y compris le diplôme de l'aigle. Et du coup, on peut bien rappeler que l'étalonnage peut être fait après le vol dans les 2 mois. Absolument. C'est un détail qui peut être important des fois, quelqu'un fait son 750. Oui, alors oui et non, parce que si tu utilises un planeur club, qui sont souvent les domaines les plus déshérités en matière d'étalonnage. Si tu retires l'enregistreur, qui est souvent en même temps un calculateur de vol, pendant quelques semaines pour faire l'étalonnage quelque part, si tu le fais pas chez toi parce que tu n'as pas le matériel, ça va un peu hurler chez les autres pilotes. Toujours le problème. Ça, donc c'est un problème pour un autre. Donc ça, tout ça, ça s'anticipe. Sachez que chaque région dispose en théorie d'une cocotte minute. Donc le principe, c'est on fait dans une cocotte minute, on crée le vide avec une petite pompe et on y met à l'intérieur le logger en état de fonctionnement. On fait baisser la pression atmosphérique pour simuler une montée en altitude avec comment dire, un banc de référence qui fonctionne à côté et on regarde si les altitudes qui sont mesurées sur le logger correspondent à celles du banc d'essai à côté. Alors, ça pose un problème avec les très gros loggers comme le LX90-70 qui rentrent pas dans les cocottes minutes. Sachez que les, comment ils s'appellent, les constructeurs
acceptent de faire ces réétalonnages assez rapidement. On peut tabler sur le temps de rotation, c'est 2 semaines, quelquefois moins, et pour un coût raisonnable d'une quarantaine d'euros. J'ai eu plusieurs pilotes qui l'ont fait, y compris dans la saison, après un très beau vol. Euh, à noter aussi que tous les constructeurs sont unanimes pour dire que la capsule de pression de leur logger moderne ne bouge absolument pas. Malgré les années qui passent, il n'y a aucune dérive. Et ils ont même fait un témoignage là-dessus auprès de l'IGC pour dire que c'était totalement inutile de faire des réétalonnages. Alors, deux personnes ont levé la main. Je vais essayer de les identifier. Euh, ah oui, je les vois. Alors, Alain Hamon, je vous donne la parole. Alors, attendez. Alain Hamon, est-ce que vous prenez la parole? Attendez, alors il y a un petit problème. pense qu'il faut aussi qu'il active son micro en plus. Oui, attendez, je vais de nouveau cliquer. Ah oui, pour le moment, vous êtes en mode micro coupé, hein, Alain Hamon. Oh oui, non, mais c'était juste, j'avais juste dit bonsoir tout à l'heure et j'ai pas rebaissé ma main. Ah, d'accord. Bon, alors on va désactiver et on va passer à Nicolas Mahuet. Vous avez la parole, Nicolas Mahuet. Ah, attendez, j'ai peut-être fait une erreur de... Non, c'est bien ça. Vous pouvez parler. Et maintenant. Allô? Oui, alors, vous m'entendez pas manifestement. On vous entend maintenant. Ah ok, merci. Oui, la question est savoir quels sont en dehors du constructeur et des cocottes minutes, si au boulot, par exemple, dans mon cas, on dispose d'un d'un testeur enfin, d'une valise pour tester les instruments, est-ce que c'est valable ou pas? Ah, j'ai déjà eu la question par un pilote qui travaillait chez Eurocopter il y a 2 ans. C'est une réponse un peu hard que je vais faire. Il faut que le banc qu'il utilise soit lui-même homologué dans les règles de l'art par un établissement, comment dire, ayant pignon sur rue, par exemple une station JAR 145 ou des choses comme ça. Ok, bon ben, a priori, ça doit marcher alors. Ok, très bien. Bon, Et est-ce parfait. qu'il est obligé de mettre l'intégralité de l'instrument dans une cloche ou est-ce que simplement accorder la prise de pression statique sur la prise ad hoc suffit? Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'utilisation de ces matériels. À ma connaissance, il faut mettre tout l'instrument dans la cocotte minute. C'est toujours ce que j'ai entendu. Mais peut-être que quelqu'un d'autre a une idée plus précise de la question? Moi, je dirais de faire attention à relier uniquement les statiques sur nos instruments qui sont faits pour voler dans des machines non pressurisées. Oui, Et je suis pas sûr que de monter la capsule enfin, très haut, en ayant l'instrument dans une zone non dépressurisée, pour le coup, ça lui fasse du bien, quoi. oui, Il y a ça aussi. c'est parfois le problème des altimètres, en effet. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Attention de ne pas abîmer, enfin, c'est le risque un peu, je pense. Oui. Ok, merci pour l'info. Bon, pas de problème. Alors, je vais revenir à ce que j'étais en train d'aborder. Oui, la déclaration. Vous me dites si je vais trop vite ou trop lentement, hein, parce que je me rends pas bien compte. C'est peut-être un peu trop technique. S'il y a des problèmes, dites-le aussi, hein. Je me rends pas du tout compte là, je suis vraiment je suis complètement aveugle de ce point de vue-là, hein. Donc la déclaration, déjà, il faut bien distinguer l'identification du planeur et du pilote et la déclaration du vol proposé. Donc en fait, dans une déclaration, il y a deux composantes. Les points de passage, donc ligne de départ s'il y a, on peut ne pas la mettre, hein. Point de virage, ça c'est obligatoire pour les distances. Il n'y a que le 50 bornes en ligne droite et les 5 heures qui n'en ont pas besoin. Et puis l'arrivée. Et la déclaration de l'identité du pilote et de son planeur. Ce que je veux dire, c'est que souvent, euh, on croit que on a le bon nom dans la déclaration et on se rend compte après que c'est celui du copain de l'avant-veille qui a utilisé le même planeur qui a laissé son nom et on n'a pas écrasé son nom par le nouveau. Ça arrive souvent dans les clubs et souvent c'est un problème qui malheureusement nous a conduit
à devoir refuser des épreuves. Alors bien sûr pas des épreuves de 300 kilos d'argent ou d'or, puisque là il y a la possibilité de corriger a posteriori par une attestation l'erreur qui a été repérée. Mais par contre pour un diamant, un aigle ou un diplôme 750, c'est très précis et ça a même été renforcé sur le code sportif. Il y a un article supplémentaire qui a été créé il y a une demi-douzaine d'années. C'est un point pour le moment qui prévaut. Alors je ne vous cache pas que je travaille sur ce sujet puisque je fais partie du Sporting Code Committee, qui est un des comités de l'IGC. Il y en a plein, hein, il y en a une bonne dizaine, qui travaille justement sur les évolutions à apporter au code sportif. Et donc j'ai lancé le débat cet hiver. Euh, on peut dire qu'à ce stade, il y a une petite majorité qui se dégage en faveur de l'idée d'étendre la souplesse qui existe sur l'argent et l'or vers le diamant, euh, et peut-être même sur le 750, hein, mais déjà sur le diamant, ce serait bien. Mais malheureusement, on se heurte auprès de certains grands anciens à un niet catégorique. Donc pour le moment, on en reste là. Ce que essaye de faire la commission validation des performances, c'est de mettre en place, de mettre à disposition des pilotes pour les loggers qui posent problème. Il y en a deux qu'on a identifiés. Il y a le S100 d'une part et les LX 9000 et 8000 d'autre part. De faire deux petits guides ou tutoriels rapides pour permettre aux pilotes de faire ça sans erreur et assez facilement. Sur le LX 9000, le problème, c'est que l'identification du pilote et du planeur se font non pas dans la déclaration des points de virage, mais dans le profil. C'est un autre menu. C'est un menu qui détermine beaucoup de les paramétrages de beaucoup d'autres choses. Donc, c'est à utiliser avec précaution. Mais en fait, c'est très simple à faire si on sait faire. Ça se fait en 30 secondes. Donc, on devrait avoir ça prêt d'ici, je pense, la fin du mois. Et on le mettra là aussi en ligne sur le site de la Fédé. Donc, vous avez compris, c'est un point sensible qui, alors bien sûr, lorsque vous saisissez ensuite vos vols sur la Coupe fédérale WeGlide ou sur le championnat des clubs, la connexion au site vaut identification du pilote. Donc, de ce point de vue-là, tout est fait électroniquement à partir de votre identifiant, votre mot de passe. Donc, les choses sont beaucoup plus simples. Pour les demandes de badge, eh ben, ça se fait à la main et il faut montrer patte blanche au niveau de ce qui a été fait l'enregistreur. Alors, il y a aussi quelquefois un autre problème qui se pose, c'est que les pilotes volent avec deux enregistreurs dans leur planeur. D'une part, un enregistreur IGC, très bien, parfait, du genre un vieux Volkslogger qui est de niveau 3 mais qui permet de faire déjà pas mal de choses, notamment du diamant. Et puis qui utilisent leur petit téléphone avec XSOR ou LK8000 ou des choses comme ça, et qui saisissent les variables donc de l'identification des points de virage ou du pilote sur l'outil qui n'est pas IGC. Et ensuite qui arrivent avec, par exemple, un 300 circuits qui veulent faire homologuer aussi bien pour la distance d'or et pour le circuit de diamant. Et malheureusement, on ne pourra homologuer que l'un des deux, c'est-à-dire la distance, mais pas le circuit, parce que pour le circuit, il faut un outil IGC, et la déclaration n'était pas dans l'outil IGC. C'est comme une chaîne haute fidélité, c'est le maillon le plus faible qui donne le là. Donc ça, c'est des problèmes qu'on retrouve régulièrement. Euh, on y viendra dans votre rôle, non pas de contrôleur, mais bien de conseiller, pour justement essayer d'anticiper sur ces problèmes. Alors, toujours à propos des déclarations, pour essayer justement de rendre les choses un peu plus simples, on a créé une boîte aux lettres sur le site de la Fédé, enfin une adresse email, badge au pluriel @ffvp.fr, ainsi que sur le portail, donc dans la partie sport, dans Badge FAI. Vous avez la possibilité de vous faire guider pour faire une déclaration complète, sans oubli, avec déjà des cases préformatées pour ce qui concerne les coordonnées géographiques, si vous saisissez des coordonnées géographiques. Et donc, pour les petits badges, vous pouvez utiliser ce système également
ou bien si vous avez déjà saisi quelque chose et que vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à modifier la déclaration et que vous êtes en piste, vous pouvez très bien envoyer ce mail depuis votre planeur 10 minutes avant le décollage. Et sachez que une fois que vous avez envoyé ce mail ou saisi ce portail, c'est celui-ci qui fera foi. Vous ne pourrez pas ressaisir ensuite sur votre logger. Et éventuellement, c'est un cas que j'ai jamais eu, vous pourrez renvoyer une deuxième déclaration, mais ça s'est jamais produit. D'accord? Donc, oui, alors les modes dérogatoires que je viens de citer ne sont pas acceptés pour les comme prévus sur WeGlide, hein, au titre de la Coupe fédérale. On a basculé sur WeGlide cette année. On a réussi à y introduire la notion de comme prévu à la française. Donc ça, c'est très très bien. Par contre, on n'a pas réussi, pour ceux qui font un peu de compétition, à faire que des comme prévus ayant plus que 3 points de virage puissent être néanmoins validés. C'était une souplesse qui existait sur la Netcoupe. C'était très utile avec l'utilisation croissante de points de report qui peuvent être quelquefois assez nombreux. Et pour les petits jeunes qui adorent batailler sur la Netcoupe, ça rajoutait un peu de fun, mais là, malheureusement, on n'a pas pu le faire. Alors, on va regarder aussi juste sur la question de la différence entre le circuit et la distance, et puis l'éloignement, parce que on n'en parle pas beaucoup, mais vous savez, vous avez peut-être lu donc sur l'article 2.2.1a que pour l'épreuve de distance de l'argent, donc en plus des 1000 mètres et des 5 heures, il y a donc cette distance 50 km qui n'est pas une distance, mais vers une arrivée située à plus de 50 km en ligne droite, à la fois du largage et du début de roulage avant le décollage. Vous voyez, c'est très précis. Et ça veut dire que si vous envoyez un pilote faire un point de virage 26 km à l'est, puis ensuite un autre 26 km à l'ouest, il aura effectivement une branche qui aura fait 52 km, et a priori, on pourrait dire qu'il a sa distance d'argent en poche. Eh bien non, ça ne sera pas validé pour la raison que je viens de présenter. Le saviez-vous? Hein, donc c'est un petit piège, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est bon à savoir. Nicolas, tu as une question, c'est bien ça? Alors attends, je vais te donner la main. Tchouk, tchouk, tchouk. Nicolas. Ben voilà, je crois que tu as la parole là. Si c'est Nicolas Mahé, non, j'ai pas de question. Ah bon, ben alors c'est que ta main est restée. Tiens, supprime-la ta main parce que j'ai cru c'était une nouvelle main qui s'était présentée. Ah oui, d'accord, ok, ok, Voilà, merci. on est tous à apprendre en marchant. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça marche plus? Oui, alors j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous savez s'il y a une autre exigence spécifique à propos du badge d'argent? Est-ce que quelqu'un lève la main pour me dire quelle est cette spécificité propre au badge d'argent dont je n'ai pas encore parlé et qui est unique en ce qui le concerne? Alors comme je vois aucune main se lever, je vais vous spoiler. Le badge d'argent est la seule épreuve pour laquelle le pilote doit bénéficier d'aucune aide extérieure. Ce qui en creux veut dire que pour les autres épreuves, quelles qu'elles soient, vous pouvez vous faire aider, alors en vous faisant tirer par un autre planeur ou en étant en contact radio. La règle ne précise rien, mais pour le badge d'argent, c'est écrit noir sur blanc. Voilà. D'ailleurs, je vais juste regarder une chose. Est-ce que c'est pour le 50 bornes ou est-ce que c'est pour l'ensemble des 3 épreuves? Je regarde vite mon petit code sportif. Vous voyez, on est tous à toujours s'y référer. Hein. Ayez-le sur votre disque dur de votre ordi, comme ça, lorsque vous êtes au club. Ah, Nathan, je te donne la parole dans une seconde. Je regarde juste à moi-même. C'est uniquement pour la distance que l'aide d'un autre pilote n'est pas admise. Hein. C'est uniquement pour l'une des 3 épreuves. Voilà, donc Nicolas, je vais te donner... Attends, je sais plus, c'est Nathan. Je vais te donner la main dès que je saurai le faire. Voilà. C'est bon, tu as la parole. Tac.
Est-ce que vous m'entendez? On t'entend bien. Ouais, alors ma question, c'est comment on fait pour vérifier en fait la présence d'aide au pilote? C'est très difficile. Tout ça, c'est des. Peut-être que dans les années 50, on pouvait arriver à voir que aux jumelles, il y avait un pilote, un autre planeur qui le suivait dans la zone du. Mais c'est très très difficile à, Parce à qu'à pouvoir à pouvoir parce qu'à la prouver de limite, façon irréfutable. on peut suivre les planeurs sur l'OGN, mais après, comment on fait ouais, c'est ça, pour prouver qu'en Ouais. fait, s'il y avait deux planeurs qui étaient collés à un moment sur le circuit, est-ce qu'ils étaient vraiment en train de s'entraider ou pas, quoi. Et C'est non, la c'est très différence. difficile parce que peut-être qu'il a suivi un pilote qu'il ne connaissait pas, avec qui il n'était pas en contact radio. Et ça, est-ce que c'est répréhensible? C'est très difficile de juger sans savoir. Il faut savoir que dans les règles, et ça c'est pas propre au commissaire sportif du vol à voile, le doute bénéficie toujours au pilote. Hein. Pour pouvoir invalider quelque chose, il faut pouvoir s'appuyer sur un texte précis où on peut montrer par A plus B que cette exigence n'a pas été respectée. Mais en cas de doute, le doute bénéficie au pilote et c'est le cas de figure typique où il est extrêmement difficile à mon avis, de pouvoir sanctionner. Moi, ça m'est jamais arrivé. Ça fait des années que j'œuvre dans l'ex-commission jugé-arbitre et en tant que commissaire. Cette situation-là n'est jamais arrivée jusqu'à moi. Donc au final, c'est à l'appréciation du commissaire. Oui, alors une parenthèse, on y reviendra tout à l'heure. Le commissaire en local est celui qui sait comment les choses se passent et c'est sans doute le seul qui a le moyen d'avoir la puce à l'oreille pour se dire, tiens, il y a peut-être un sujet. C'est sûrement pas les commissaires fédéraux comme moi et Jean-Marc Savoie qui m'aident à valider les épreuves que vous nous envoyez. Nous, on n'y voit que dalle sur ces choses-là. Mais ça fait partie de la valeur ajoutée d'un commissaire sportif dans son club. On va y venir tout à l'heure, il donne des conseils, mais il traîne aussi avec ses oreilles pour savoir un peu comment les choses se passent. Et c'est lui qui voit là où on est dans l'exagération. S'il n'y a pas d'autres questions, on va revenir. Alors attendez, sur Zoom, à part que là, alors là j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que vous voyez actuellement à l'écran? Alors, on est sur ton PPT où on est à Mon circuit PPT, alors, parce que distance. moi je l'ai plus justement, c'est ça un peu. Attends, ben, je vais. Comment je fais? Bon, je vais revenir sur le PPT. Voilà, je vais le repartager. On est à la page 13. Ouais. Pourquoi je le vois plus? C'est bizarre ça. Attends, je suis bien sur Zoom. Bon, je vais fermer le code sportif, ça va peut-être. Euh, ou bien. Ah voilà. Ah maintenant, ça c'est le document mère. Aïe aïe aïe. Bon, alors. Je vais arrêter le partage et je vais recommencer. Donc, je partager et je reviens sur le PPT. Je suis désolé, hein, c'est pas facile pour surtout des vieux comme moi qui sont pas habitués à ces outils. Et on revient. Voilà. Donc, on va revenir à la slide précédente. Voilà. Ça, c'était donc le point qu'on vient de voir. La question suivante, c'est la confusion que souvent on fait, où on ne sait pas trop qu'est-ce que requiert l'un et quelle est la différence avec l'autre entre un circuit et une distance. Alors, on va bien cadrer les choses. Dans les deux cas, vous avez un nombre de points de virage maximum de 3, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous avez 4 branches possibles. Je m'explique. Pour un circuit, vous avez le choix que entre un aller-retour ou un triangle. Mais vous pouvez faire ce qu'on appelle un départ sur branche, c'est-à-dire que vous partez du milieu d'une branche d'un triangle, et là vous aurez effectivement 3 points de virage en plus du point de départ et d'arrivée. C'est un cas très particulier, je pense que vous avez compris comment je raisonne. Donc effectivement, le nombre maximum de points de virage est bien de 3, mais en fait il faut tabler que, sauf si vous faites un départ sur branche, dans les autres cas c'est 2 points de virage, aller-retour et triangle uniquement. Ensuite, pour ce qui concerne départ et arrivée,
Sur un circuit, c'est très strict. C'est une ligne de départ de 1000 mètres, donc 500 mètres de part et d'autre du point de référence. Et ce point de référence est également le point d'arrivée avec une ligne d'arrivée qui n'a pas la même orientation, bien sûr, et qui fait elle aussi 1000 mètres, donc 500 mètres de part et d'autre du point. Alors que pour la distance, vous allez voir qu'il y a beaucoup de souplesse. Pour le départ, vous avez le choix entre le largage ou bien l'arrêt du moteur. Pardon, je recommence. Vous avez le choix entre soit le largage ou l'arrêt moteur, hein, c'est l'un ou l'autre, ou le passage d'une ligne, qui elle est déclarée avant le vol. Et ça, ce choix, vous pouvez le faire après le vol. Hein, c'est un petit peu compliqué, mais vous choisissez après le vol ce que vous choisissez entre les deux modalités que je viens de décrire. Et pour l'arrivée, alors là, c'est très très souple. Vous choisissez entre une ligne d'arrivée, si vous en avez fixé une, ou bien l'endroit où vous êtes posé, ou une vache virtuelle, c'est-à-dire le point le plus extrême que vous avez choisi, avant de revenir sur vos pas pour vous poser sur un terrain et tout. Donc c'est extrêmement souple. En gros, c'est la liberté la presque la plus totale pour le dernier point, le dernier fixe, on va dire, après le passage du dernier point de virage. Donc le circuit fermé, je l'ai évoqué tout à l'heure, il est très explicitement exigé pour le circuit. Il n'y a aucune contrainte pour une distance. En fait, une distance, c'est une ligne droite, mais avec des segments qui font une ligne brisée, et vous faites ce que vous voulez après et avant. Et simplement, bon, comme on essaie de ne pas envoyer ses dépanneurs à l'autre bout de la France, on fait souvent des distances qui se rapprochent où l'arrivée et le départ sont très proches pour pas embêter les gens. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez de ce point de vue-là. Et donc, vous voyez, il y a plein de choses qui sont possibles, des quadrilatères, des yo-yo, ce qu'on appelle des doubles allers-retours, des papillons. C'est extrêmement large. S'il n'y a pas de questions, je continue. Alors oui, le comme prévu de la Coupe fédérale, avec déclaration obligatoire, hein, et donc tous les points prévus doivent être franchis en totalité et dans l'ordre, n'est pourtant pas forcément un circuit, car le point d'arrivée peut être différent du point de départ. Et il peut être aussi un quadrilatère, un yo-yo. Donc c'est une espèce de composite avec la souplesse des épreuves de distance en ce qui concerne la forme du parcours. Mais par contre, ce que vous avez déclaré, vous devez tout faire. Alors que dans le cas d'une distance, je ne l'ai pas mentionné dans la slide précédente, mais vous n'êtes pas obligé de franchir les points de virage que vous avez déclarés. Vous pouvez vous limiter à un ou deux. Vous pouvez les passer dans le désordre aussi. Ce qui compte, c'est la distance que vous aurez faite en tenant compte uniquement des points de virage que vous aviez déclarés. Vous ne pouvez pas en introduire un autre qui n'était pas prévu au départ. Vous voyez? On va y venir dans des petits exemples qui vont arriver dans quelques minutes. Ça sera peut-être plus clair pour certains. Donc, ce qui veut dire que toutes les épreuves, aussi bien de circuit que de distance, nécessitent de déclarer avant le vol les points de passage utilisés. Hein. Je rajoute en italique que seules les épreuves de distance en ligne droite ne nécessitent pas cela, mais ça fait longtemps qu'on ne le fait plus. Alors, j'ai souvent eu, chez des commissaires sportifs, y compris des gens qui sont commissaires depuis déjà quelques temps, l'idée qu'une épreuve de distance autorise de choisir les points de virage après le vol. Donc ça, c'est complètement faux. Il n'y a que le point d'arrivée qui peut être choisi après le vol, ainsi que les modalités du départ entre un choix qui est très fermé quand même. Et puis donc, ce que je disais tout à l'heure, la ligne brisée libre, qui existe pour la Coupe fédérale et pour le 600 km du diplôme de l'Aigle. S'il n'y a pas de questions là-dessus, je continue maintenant sur deux, trois petits points latéraux qui sont d'une moindre importance. De toute façon, on y reviendra si vous souhaitez vous spécialiser. Vous le verrez, c'est développé beaucoup plus dans les documents que vous pourrez obtenir, que je vais vous mentionner tout à l'heure. Et puis dans le séminaire que je ferai en fin de mois, on entrera plus dans le détail sur d'autres sujets. Justement, donc il y a les sujets qui peuvent poser problème, c'est le problème des planeurs motorisés et du type d'enregistreur du niveau sonore. Sachez que selon que vous utilisez un moteur thermique ou un jet ou un moteur électrique, il faut des capteurs qui sont un peu différents, qui sont plus sensibles, on va dire, notamment pour les jets qui, au ralenti, on entend à peine le bruit du moteur. Et puis aussi pour les moteurs électriques, il faut une sensibilité, un réglage plus fin. Donc ça, c'est un sujet qu'il faut avoir en tête. Les délais, alors, les délais, c'est surtout pour les records. Hein.
Il faut notifier à la Fédé et à la FAI dans des délais qui sont très resserrés. Sachez aussi que pour WeGlide, il y a des délais très très stricts à respecter. Vous devez déclarer sur WeGlide pour la Coupe fédérale le surlendemain à midi, au plus tard, le vol que vous avez fait donc l'avant-veille. C'est même pas 2 jours, hein, c'est plutôt 36 heures. Ça passe très vite. Et donc le formalisme administratif, je vais pas y venir maintenant, hein, on va pas vous écœurer tout de suite avec ce qui est sans doute l'aspect le plus rébarbatif du métier de commissaire. Bon, il va de plus en plus vers la simplification. Sachez qu'on on va en parler quand on parlera d'EVA, mais on essaie de simplifier un maximum les choses. Oui, Cyril, j'ai vu ton appel. Un instant. Cyril Morozo. Alors, où est-il? Voilà. Alors, le plus dur, c'est que il faut que je me mette ici. Vous avez la parole, Cyril. Mettez bien votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, super. Euh, Moi, par rapport au code sportif, enfin voilà, je l'ai bûché, je sais un petit peu de quoi il en retourne. Les questions que j'avais, c'était par rapport, ben justement, on essaye de redynamiser un petit peu les badges. Et, euh, et quand j'ai regardé un petit peu les enregistrements de badges qui avaient été faits, ben, ça s'arrête en 2019. Est-ce que il y a un ralentissement, alors au niveau peut-être des prétendants à ces badges, ou est-ce qu'il y a un ralentissement au niveau de l'enregistrement de ces badges? Alors, j'ai peur de comprendre de deux manières. Est-ce que tu es en train de me dire qu'il y a une baisse d'activité ou bien qu'on n'a pas conservé les C'est ma archives? question, c'est ma question, c'est Alors, ma sache que question. les Est-ce qu'il y a de archives, moins en moins de prétendants à ces badges et qu'il y a de moins en moins de, voilà, de c'est démarches très variable de la selon les part? clubs. Il y a des clubs qui sont très actifs, principalement parce qu'ils ont un commissaire ou des commissaires qui Ouais, sont souvent sur le terrain et qui ça, boostent. je l'entends bien, mais c'est vrai que j'ai tiré un petit peu toutes les fiches d'enregistrement de badges, que ce soit argent, or, diamant ou quoi. Et en fait, il y a une scission en 2019 et il n'y a plus rien après. Il y a 6 ans sur lesquels on n'a plus de badges qui sont enregistrés. Est-ce Alors, non, non, que... là par contre, je tiens à la main un tableur géant. Alors, attends, je vais élargir la question. Tu as regardé sur quoi? Sur l'application FFVP, Oui, où est-ce que... oui, oui. Bon, alors j'ai la réponse à ta question. Cette application est complètement vérolée, elle comporte énormément de lacunes et beaucoup d'erreurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans EVA, en tant que commissaire sportif, tu peux récupérer jusqu'à 2015 de mémoire l'historique des badges de ton club ou d'autres clubs. Il suffit que tu ailles sur ce EVA, que tu te connectes. Mhm. On va te donner les habilitations en tant que commissaire sportif. Ça, c'est un truc qu'on doit faire. C'est vrai, c'est pas encore opérationnel. Je vais le faire très, très prochainement, mais j'ai un peu oublié. Et tu pourras accéder à tout ce qui a été traité dans EVA, c'est-à-dire, en principe, la totalité de tout ce qui de tout ce qui s'est fait depuis 2015. Sache que, en revanche, GSASO, qui est donc l'outil de conservation des données de badge, est lui aussi entaché d'erreurs, de doublons, d'erreurs d'identification au niveau des noms. C'est ce sur quoi je travaille dans mes heures perdues pendant l'hiver. Et là, je suis en train de remonter jusqu'à 1948. Je peux te dire qu'il n'y a pas de coupure. Il y a même, comment dire, en gros, on a eu un pic d'activité entre 78 et 83, où on traitait plus de 2000 demandes de validation par an. D'accord. Le record, c'est 2200 de mémoire. Et c'est vrai qu'actuellement, on tourne plutôt vers 300-400. Et Donc, alors, le truc, quand j'essaye de promouvoir un petit peu cette démarche au niveau du club, de passer ses badges, etc., il y avait aussi la question ben, de finances, parce que à chaque épreuve qu'il passait, même s'il validait pas un badge, il fallait qu'il paye ben, l'enregistrement de l'épreuve. bon, alors, encore une Et fois, je t'arrête parce que d'une part, c'était non, mais uniquement les justement, épreuves justement, validées, enfin, c'était les c'est une épreuves question validées qui ouverte, étaient hein, payantes.
moi, je les ai validés, enfin, il y a très longtemps. Et là, quand j'en parle avec certains membres du club, ils me disent, ah oui, mais alors, il faut qu'on paye en plus ci et ça et ci, Alors, et je machin, te et puis coupe c'est parce peut-être que pas là, validé, et c'est on pas a la peine payé de pour perdre rien, du temps etc. là-dessus. Je te coupe, pardonne mon empressement, mais tout simplement, c'est gratuit depuis le début de l'année 2024. Ok, C'est intégralement gratuit, que l'épreuve ait été validée ou pas. Et on a également baissé le prix d'achat des insignes, qui sont, ok, qui sont presque gratuits pour les moins de 25 ans, qui coûtent un petit peu plus pour les adultes, enfin les grands, mais ça reste des prix très très raisonnables qui ont été considérablement abaissés par rapport à ce qui était pratiqué auparavant. d'accord. Et où est-ce qu'on peut trouver ces informations, justement, Alors, euh, sur le prix à payer ou pas, on est en train de mettre à jour la note 4.6 qui parle de tout ça. Elle sera mise en ligne incessamment puisque je suis en train de négocier une baisse du prix de l'insigne de diamant qui était très cher parce qu'il demande une fabrication très coûteuse et on est en train de diviser par deux le prix de vente de cet insigne. D'accord, Et pour le reste, sache que c'est 5 euros pour un insigne pour un junior, enfin moins de 25 ans, et c'est 10 euros de mémoire pour un plus de 25 ans, et tout le reste est gratuit. C'est-à-dire toute la d'accord. partie validation, c'est les bénévoles dont ton serviteur, qui font ça sans se faire payer le moins du monde. Et ça fait un manque à gagner pour la Fédé de 4 000 € par an. Ouais. Non, parce que voilà, enfin, moi je les avais passés facilement, enfin, et je m'en foutais un petit peu du pognon, mais aujourd'hui c'est ce qu'on m'a mis en avant. On m'a Eh ben, dit, c'est un mauvais ça argument. coûte cher, et si on réussit pas à le faire valider, ben, ça recoûtera encore plus cher, Non. parce que voilà. Donc Bon, si ces informations-là, elles sont disponibles sur le site de la Fédé et dire que ben non, ça coûte pas cher, ça coûte rien ou quoi, peut-être que ça motivera un petit peu plus les membres mais bien sûr. à valider leur badge. Donc Et voilà. c'est un faux prétexte. Sache que lors de l'Assemblée générale de la Fédé dans 2 semaines, c'est un point que j'aborderai justement pour bien sensibiliser les présidents de clubs qui sont présents de cette situation. Et donc ce n'est plus une raison pour s'abstenir de tenter des badges. Ok, super, merci beaucoup. Pas de quoi. Donc, je reviens sur mon Zoom, si j'y arrive, là. Et de nouveau, j'ai le même problème, c'est que... euh, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Est-ce que... Là, je suis sur les... Attendez, je vais revenir à une page... non. Attendez. Attendez que je... Est-ce que vous voyez la page circuit, distance, éloignement actuellement? Oui, 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 Bon, oui. d'accord, donc j'ai repris la main. Donc, les erreurs qu'on revoit aussi très souvent, c'est donc le nombre de points de virage qui dépasse 3. Il y a des gens qui, en distance, croyaient que comme le nombre de points de passage est de 5, ils ont confondu avec le nombre de points de virage, et donc ils déclaraient 5 points de virage. Donc, il ne faut pas confondre point de passage et point de virage. D'accord? Et puis, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, la confusion lorsqu'on a deux loggers, de mettre dans le accessoire la déclaration et utiliser l'autre, donc le V, qui était également à bord pour le fichier général. Mais s'il n'a pas de déclaration IGC dedans, c'est mort. D'accord? Je continue. Alors justement, là, on va juste regarder 6 cas très simples. Il y a déjà la réponse. Donc, attendez, je vais voir si je peux arriver à cacher la réponse. Je ne sais pas si c'est possible. Non, malheureusement, c'est d'un bloc. C'est juste des petits cas typiques. Je me suis vaché sur la dernière branche de mon vol en arrivée. Ma tentative de 500 km pour le badge de diamant est fichue. Eh ben non, c'est pas toujours le cas. Si vous avez eu la bonne idée de faire un circuit, allez, on va dire de 503, 504 km, et que vous vous vachez à quelques kilomètres de la piste que vous visiez, pour peu que vous ayez pris un départ pas trop haut, parce que l'impact de la règle des 1000 mètres peut quand même vous jouer un sale tour, vous avez toutes les chances de faire quand même homologuer votre distance, puisque, je vous le rappelle, c'est le fixe le plus éloigné du dernier point de virage qui sert de référence pour le calcul de la distance de la dernière branche. Et donc, vous pouvez très bien avoir fait une distance totale de 500 km
Vous pouvez aussi jouer, si c'est un peu juste, de voir en grattant si vous avez intérêt à choisir la ligne de départ ou plutôt le point de largage. Ça vous rajoutera peut-être le kilomètre qui vous manquait. D'accord? J'ai récupéré il y a quelques années le 750 d'une pilote qui est depuis devenue une grande championne très titrée, qui avait fait son 750 et qui ne le savait pas, pour cette raison. D'accord? Ensuite, cas numéro 2, j'ai déclaré un parcours de 301 km,5 km pour la Coupe fédérale, qu'il a accepté comme prévu. Pourtant, la validation de l'épreuve du circuit de 300 pour le badge de diamant a été refusée par mon commissaire sportif, je ne comprends pas. Eh bien oui, il y a plusieurs erreurs qui peuvent avoir abouti à cette décision. Par exemple, l'enregistreur était un EP et non pas un EV, ou bien le point d'arrivée était différent du point de départ, ou encore c'était un quadrilatère ou un yo-yo et non pas un triangle ou un aller-retour. Ça, c'est le genre de truc que vous allez voir tôt ou tard dans votre club. Cas numéro 3. Je me suis posé sur l'aérodrome qui correspond à l'arrivée de mon circuit. Pourtant, la Coupe fédérale Ouiglard refuse de le qualifier comme prévu. Pourquoi? Alors, ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Il faut avoir franchi une ligne d'arrivée qui était celle prévue dans la déclaration de vol. Et en fonction de la position exacte de cette ligne, il est possible que le planeur se soit immobilisé dans l'enceinte de l'aérodrome sans avoir franchi de, la ligne d'arrivée. Si on a un petit peu de temps, parce que je vois que le temps tourne, je vous montrerai l'illustration par un pilote très titré lui aussi, un multi-champion, qui a eu une déconvenue de ce genre-là. On regardera sa trace sur See You, mais malheureusement l'heure tourne, donc je ne veux pas faire trop long. Donc on continue. Cas numéro 4. J'ai réalisé un vol éligible pour la distance de 500 km du badge de diamant, mais l'étalage n'a pas été fait depuis 6 ans et nous sommes déjà 3 mois après la date du vol. Je ne vais pas pouvoir faire valider cette performance. Eh bien non, depuis 2023, c'est possible. Avant-dernier cas. Ah oui, ça c'est intéressant. Pour se simplifier la vie, un ami bénévole m'a dit qu'il avait prévu sur sa déclaration de vol 3 points de virage A, B et C, en sachant que survoler 2 d'entre eux seulement, A et B ou bien A et C, suffisait pour totaliser les 500 km de sa distance de diamant. Comment cela est-il possible? Selon moi, il y a tricherie. Eh bien non. Il a tout à fait la possibilité de déclarer 2 circuits différents, on va dire, mais avec simplement 2 points de virage et non pas 3, et choisir en vol lequel il fera. Ce qui compte, c'est qu'il fasse 500 km, et ça, il le verra au point A, après avoir passé la ligne et fait donc sa première branche. Il partira à gauche ou bien il partira à droite, selon ce qu'il verra en vol, mais il peut tout à fait faire son 500 selon ces modalités-là. Ce n'est pas une tricherie, c'est une exploitation du code sportif. Y a-t-il des questions? Si je peux me dire, Jean-Michel, un truc, c'est un peu comme quelqu'un qui emmènerait 2 loggers avec 2 circuits différents dedans pour s'adapter à la météo, quoi. Alors, oui et non, parce qu'il est strictement interdit. Alors, il n'est pas interdit d'avoir 2 loggers à bord du planeur, mais il est interdit d'avoir 2 déclarations Ouais, différentes. c'est pour ça que je posais la question, parce que Voilà. on pourrait se dire ça, mais C'est totalement prohibé. D'ailleurs, pour les épreuves, les records, on demande la communication de tous les loggers qui étaient à bord. Ça fait partie des contrôles avant le vol que le commissaire sportif doit faire, c'est repérer tous les enregistreurs et récupérer ensuite tous les dépouillements. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas la même chose. Par contre, il peut avoir sur 2 loggers différents les 2 déclarations identiques que je viens de faire là, AB, AC, donc ABC au total comme point de virage, euh, mais ce seront 2 fois la même déclaration, tu vois. ouais, non, Alors, mais c'est parce que ça amène à cette question, en fait. oui, mais justement, il faut pas confondre, c'est C'est pas la important de même ne pas chose, confondre, voilà, c'est pour hein. ça, je pense qu'on pouvait Donc, voir. je vais passer la main à, comment il s'appelle, à Alain Boursier. Alain Boursier, le voici. Vous avez la parole. Bonjour, vous m'entendez? On vous entend bien. Parfait. Donc, en fait, c'est justement à propos de ce cas-là, je me demande comment on fait pour déclarer les points donc, dans un circuit. Imaginons, est-ce que je peux déclarer 5, 6, 10 points
sur mon circuit et effectivement n'en choisir que quelques-uns quand je suis en vol. Ah ben non, non, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous ne pouvez, avant le vol, ne déclarer que 3 points. Ça, c'est D'accord. incontournable. Vous ne pouvez pas aller à plus que cela. Vous pouvez Ok, déclarer 3 points plus, éventuellement, si vous le souhaitez, une ligne de départ, une ligne d'arrivée. d'accord. Ça marche. Vous voyez, donc ça, c'est exactement, c'est l'erreur que j'avais citée, qui est commise, y compris par des commissaires plus chevronnés, qui croient qu'il y a de la souplesse à partir du moment où qu'on a anticipé les choses. Mais vous pouvez anticiper ce que vous voulez, vous êtes restreint à 3, jamais D'accord. plus. D'ailleurs, ça, c'est vrai pour toutes les épreuves FAI, quelles qu'elles soient. La limite, c'est 3 points. D'accord? Ok. Donc en fait, on enregistre un circuit, oui, effectivement. Donc point de départ, point A, point B, point C, point Et d'arrivée. arriver. Voilà. Ok. Ensuite, le traitement de l'arrivée est différent selon qu'il s'agit d'un circuit ou d'une distance. D'accord. D'accord? Ok, ok. Et je crois qu'il y a Merci. encore un cas que je voulais vous proposer. Le cas numéro 6, j'ai raté la ligne de départ de mon épreuve de distance de 300 km du bas de jeu pour moins de 200 mètres, alors que j'avais tout bien fait pour le reste de cette épreuve de 322 km. Est-ce qu'on peut rattraper cette erreur? Oui, il est également possible de déterminer à l'issue du vol comme point de départ le point de lagage ou d'arrêt du moteur. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, donc c'est pas un cas très intéressant ça. Euh, je croyais avoir en fait sélectionné parmi les différents cas qu'on a étudiés dans d'autres séminaires antérieurs, le cas du gars qui arrive un peu bas à son franchissement de ligne, qui se rend compte qu'avec la règle de la finesse 100, donc je vous le rappelle, si vous avez perdu plus que 1000 mètres entre le point de départ et le point d'arrivée, les mètres en excédant des 1000 mètres tolérés sont considérés avoir été effectués avec un planeur de finesse 100. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 200 mètres de, de plus que les 1000 mètres, vous avez par exemple un écart donc de 1200 mètres, on va vous réduire de 20 km votre performance. Mais rien ne vous empêche, après le passage de ligne, de prendre une pompe et de regagner de l'altitude. C'est tout à fait possible. Et à ce moment-là, vous repassez ou bien vous continuez votre vol, puisque si c'est une distance, vous faites ce que vous voulez pour l'arrivée, soit vous repassez la ligne. Vous avez plein de possibilités, hein. J'ai eu le cas, il y a très longtemps, d'un record de vitesse, où le pilote s'était rendu compte qu'il était un petit peu bas. Il avait pris une pompe après le passage à la ligne, il a repassé la ligne juste après. Et je crois qu'il avait quand même amélioré le record qu'il essayait de battre. Donc tout est possible. Voilà, donc ça c'était les questions. On va maintenant changer complètement de sujet. Oui, d'abord on va juste regarder. Ah, attendez, j'ai une petite erreur là, j'espère que ça va aller. On va parler de EVA, qui est donc cet outil pour lequel vous allez avoir les habilitations pour saisir les licences. Pardon, pour saisir les badges. Donc, comme vous le voyez, il avait été conçu initialement pour gérer les licences sur le plan purement comptable d'ailleurs, hein. C'était les facturations au club à propos des frais d'achat des licences. Donc, je vous le dis honnêtement, EVA n'est pas très bien adapté à ce que nous faisons. Donc, ce qu'il faut retenir, et je vous parlerai du guide, enfin, je ne vais pas en parler, je vais vous dire simplement qu'il y a un guide très complet qui vous explique pas à pas, étape par étape, comment il faut faire, et vous verrez, c'est très bien fait, il n'y aura pas de problème. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que EVA ne peuvent saisir une demande de validation d'une épreuve FAI que les commissaires sportifs. Ce qui veut dire deux choses. Si vous avez d'autres responsabilités dans le club, saisissez vos demandes uniquement sous votre identifiant commissaire sportif. Et d'autre part, si d'autres personnes qui ont accès à EVA parce qu'ils sont trésoriers, secrétaire général ou autres, s'ils tentent de saisir une demande de validation, nous le verrons et nous refuserons la validation. Nous vous le renverrons en disant faites appel à votre commissaire sportif. Pourquoi est-ce qu'on est aussi carré sur ce sujet? C'est que le fait de saisir sur EVA vaut validation. C'est-à-dire que quand vous saisissez sur EVA, vous actez le fait que vous avez regardé que tout est bien dans le dossier que vous présentez. Vous avez effectué ce qu'on appelle un contrôle de premier niveau.
Vous avez regardé si la signature électronique et son intégrité étaient vérifiées. Vous avez vérifié qu'il a bien passé les différents points prévus, que les écarts d'altitude ne posent pas de problème, enfin, que s'il était dans un biplace, il y avait bien une seule personne à bord. Tiens, je ne l'ai pas mentionné, ça aussi c'est un classique. Toutes les autres choses qu'on a mentionnées, hein. Et donc, nous, au niveau fédéral, on regarde simplement que le dossier est complet, que le logger est bien adapté à la performance effectuée. Ça va très vite et on sait quels sont les types de problèmes qui peuvent se poser. Et donc, on n'y passe pas 3 heures, on voit tout de suite. Et à ce moment-là, on vous le renvoie avec le mode à compléter. Et on vous pose les questions, vous pouvez répondre. Vous verrez, il y a un espace en bas à chaque page pour faire un peu de correspondance. Et d'ailleurs, c'est très pratique puisque pour faire une attestation qui en principe doit être une attestation séparée, datée, signée par le commissaire sportif et tout, c'est du moins l'exigence du code sportif, on est très souple à la Fédé. On considère que si vous saisissez sur Eva en disant j'atteste que le pilote était bien Monsieur Duchemol et que c'était pas un Pégase mais bien un LS4 et que vous l'écrivez sur Eva, ça ira pour les badges d'argent et d'or. OK? Donc, pour Eva, comme je le disais tout à l'heure, vous avez 10 années d'ancienneté. Quand il y a des soucis, allez au-devant du problème et dites pourquoi et pensez à apporter les documents complémentaires, par exemple le certificat d'étalonnage quand il est requis. Et puis donc une précision, comme il y a beaucoup de comme prévus, des comme prévus net coupe, hein, enfin maintenant on dit WeGlide, quand tous ces points de passage sont déjà disponibles sur le fichier dont l'intégrité de la signature électronique a été vérifiée, ne vous embêtez plus à retaper à la main les coordonnées géographiques de l'onglet numéro 4. Vous pouvez laisser les choses vierges. Nous, on sait aller chercher le fichier que vous aurez joint. Ça, par contre, c'est indispensable. De toute façon, on l'ouvrira quoi qu'il arrive pour vérifier différentes choses. Et donc, vous gagnerez du temps. Vous n'avez pas besoin de ressaisir les coordonnées géographiques. Je crois que c'est tout pour la partie vraiment réglementaire. Et si vous le voulez bien, pour la dernière partie de cette intervention, on va se donner un petit peu de temps pour parler de tout ce que vous pourriez faire dans le cadre de votre fonction de commissaire sportif. Euh, et quelques conseils pour finir. Donc, d'abord, vous rappelez juste une chose, c'est l'architecture de nos relations avec la FAI. Donc vous voyez que la FAI existe depuis 1905. Elle a parmi les membres fondateurs de la FAI, donc qui était encore antérieur à la FAI, l'Aéroclub de France, qui est un petit peu le point central par qui passe. C'est une surveillance de l'époque où tous les brevets et diplômes et badges étaient gérés à l'Aéroclub de France, hein, jusqu'il y a quelques décennies. S'y passe ensuite le CNFAS a pris la décision de déléguer depuis l'Aéroclub de France vers la FFVP la responsabilité, d'une part, de nommer des commissaires sportifs et d'autre part, de gérer les diplômes et records FAI. Donc ça, c'est quelque chose finalement d'assez récent. Il y a une partie des archives d'ailleurs qui était jusqu'à il n'y a pas si longtemps encore à l'Aéroclub de France. Donc maintenant, nous avons cette délégation, comme nous avons une délégation de la DGAC pour euh, décerner des licences de mécaniciens ou des choses comme ça, ou pour émettre des certificats de navigabilité via le GNAV. Donc toutes ces choses-là, c'est un peu la même mouvance. Et donc, c'est les parties de la flèche en biais. Nous sommes en relation directe avec la commission IGC, donc International Gliding Commission, et c'est à ce titre que nous travaillons sur les règlements émis par l'IGC, qui est une cellule de la FAI. D'accord? Voilà, cette précision étant faite, euh, donc je vous donne la parole officielle de ce que est une fonction de commissaire sportif au plan réglementaire, hein. Donc je vais vous le lire in extenso. Le commissaire sportif a pour mission de certifier le dossier d'épreuve de badge FAI diplôme record de France déposé par un pilote. En anglais, cette fonction est appelée Official Observer.
il est le tiers de confiance indispensable pour authentifier de manière incontestable l'obtention d'un niveau de pilotage. Alors ça, c'est bon à savoir pour deux choses. D'abord, si vous partez à l'étranger et qu'on vous demande votre niveau de vol, vous avez bien sûr la possibilité de sortir votre carnet de vol et le chef pilote du lieu en fera ce qu'il voudra. Si vous lui sortez votre diplôme, j'invente votre badge de diamant, il n'y aura pas plus de questions, à mon avis. Sachez également que pour s'inscrire à une compétition de type championnat d'Europe ou championnat du monde, il faut avoir, alors c'est un peu risible, mais il faut avoir le badge d'argent au minimum. Beaucoup de pays ont monté l'exigence au badge d'or. Je crois qu'en France, on est encore au badge d'argent, mais on va peut-être faire évoluer les choses. Mais donc ça, c'est la partie officielle. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que oui, l'official observer, c'est la personne physique qui, au bout du compte, atteste ce que des choses en version électronique ne peuvent pas toujours prouver. Hein. C'est que donc attester que le bon enregistreur est bien installé dans le bon pilote avec dans le bon planeur avec le bon pilote. C'est pour ça que votre rôle sur le terrain est indispensable. La nomination, bah, vous connaissez le système, hein, donc je vais passer très très vite. Les fonctions. Le commissaire sportif s'engage à respecter l'éthique sportive. Hein, vous verrez que la question de la prévention des conflits d'intérêts est précisée dans la partie finale du code sportif. Appliquer le code sportif, promouvoir l'activité sportive dans son association, conseiller les pilotes, pas seulement sur les épreuves FAI, diplôme record, mais aussi Coupe fédérale, parcours sportif, Coupe Jacques Gomy, championnat de club. Assister au moins tous les 4 ans à une réunion d'information des commissaires sportifs organisée par son CSR. J'espère que vous connaissez tous le nom de votre CSR. La liste des CSR, donc les commissaires sportifs régionaux, est disponible sur le site de la Fédé. Ils sont des personnes ressources à consulter quand il y a des problèmes, quand il y a des questions, des précisions à demander, tout comme vous pouvez laisser un message sur la commission validation des performances. On vous donnera l'adresse un peu plus tard. Et donc, la FFVP reconnaît au commissaire sportif agréé la compétence pour traiter un dossier de record de France, apte à être, il y a une petite faute de grammaire, ultérieurement reconnu comme record d'Europe ou du monde. Oui, il y a une règle, c'est que, alors c'est variable selon les pays, un record un record du monde doit avoir été auparavant, du moins c'est ce que je comprends des règlements français, avoir été validé comme record de France auparavant. Je ne sais pas si Jean-Marie Clément est là aujourd'hui, mais moi je crois qu'on avait eu un débat là-dessus il y a quelques mois. Je continue avec les autres fonctions. Vous êtes le garant des règles et vous contrôlez le respect des règles, mais vous avez également un rôle d'expert, de conseiller et d'animateur. On pourrait même parler de coach si le cœur vous en dit. Alors on va un petit peu développer là-dessus. Expert, vous êtes un sachant. Vous connaissez le code sportif, vous connaissez ses pièges, vous connaissez éventuellement la souplesse un peu inattendue que dans certains cas il peut apporter. Donc avant les vols, vous êtes là pour expliquer comment fonctionne ce code sportif et comment préparer donc justement les épreuves. Après les vols, toujours en tant qu'expert, vous pouvez expliquer à vos pilotes pourquoi quelque chose s'est mal passé et pourquoi un dossier va finalement être retoqué. Ça fait partie de votre expertise qui est attendue par les membres du club. Et là, vous pouvez agir, bien sûr, en bilatéral auprès d'un pilote, mais vous pouvez aussi faire des réunions avec un petit groupe de pilotes, vous pouvez prendre la parole au briefing, vous pouvez faire une mailing list par courriel ou une boucle WhatsApp. Il y a plein de moyens de communiquer. Bien sûr, vous avez le fameux kit de formation qui devrait être vos ouvrages de chevet. Et vous êtes donc la personne ressource qui permet à vos pilotes de se frayer un chemin pour tous les aspects sportifs et de performance au sein du club. On ne parle pas uniquement de badge, mais également de la Coupe fédérale, qui est un excellent moteur de motivation et qui s'appuie à 95% sur le code sportif.
ou à la préparation de records. Hein. Donc, je pense que vous avez compris, c'est assez basique, mais ça va mieux en le disant. Ça, c'est pour un tout petit peu me permettre de reprendre mon souffle. Ce sont des vieux schémas des années 50, ça. C'est François-Louis Henry qui nous a passé. Vous êtes un conseiller, donc vous êtes à l'écoute. Vous anticipez les questions, vous prévoyez, vous voyez le truc venir, et donc vous prenez des initiatives pour faire lire au pilote le chapitre qu'il est en train de complètement faire à l'envers. Euh, Offrez-lui une canne à pêche plutôt que lui offrir du poisson. Euh, Vous l'aidez, notamment en fonction de la situation aérologique du jour, pour faire un choix entre différentes stratégies, s'il veut faire une épreuve précise, ou bien carrément dans le choix de l'épreuve. Il était parti pour faire une distance. Vous lui dites, bah non, c'est plutôt un petit circuit de 300 en comme prévu que tu as intérêt à faire parce que compte tenu du terrain de jeu qui est limité, parce que c'est en thermite pure au sud de la Loire et ça va partir en orage à l'ouest, tu as juste le temps d'essayer de tenter ça. Vous voyez, c'est là que vous pouvez utiliser la gamme des différents outils, des différentes épreuves que j'ai présentées avec ce dessin coloré pour pour le guider, pour exploiter au mieux la journée. Vous pouvez aussi tenir compte des zones et des plafonds qui sont possibles, et pas seulement liés à la météo, donc. Et puis aussi, c'est triste à dire, mais dans certains clubs, en fonction des planeurs qu'il va utiliser, de quel type d'enregistreur est-il équipé? Et s'il souhaitait faire une épreuve du badge de diamant, bon, ben là, lui dire non, là, c'est pas la journée, c'est plutôt de te limiter aux 300 distances avec le planeur que tu as. Ça lui permettra d'avoir plus d'options, une fois qu'il sait qu'il ne fera qu'une distance. OK, donc ça, c'est le rôle de conseiller. Maintenant, on va parler de celui d'animateur. Euh, En fait, c'est votre personnalité qui va vous guider là, mais n'hésitez pas à prendre la parole en liaison, bien sûr, avec le responsable de la journée, qui est souvent le chef pilote ou, ou son délégué, pour justement intervenir s'il y a une question, s'il y a un souci, s'il y a une erreur qui est en train d'être commise à voix haute par de telle ou telle personne. Vous remettez les choses sur les rails et vous prenez l'initiative pour proposer des choses. Je vous recommande d'être en contact étroit avec les instructeurs et notamment le chef pilote euh, pour suivre comment dire, les progrès des pilotes. Ayez quelque part en tête, ou même sur un petit tableur, où en est chacun des pilotes qui fait de la perfo, donc qui a déjà une bonne expérience campagne, et voir ce qu'il a fait, ce qu'il est en train d'essayer, pourquoi il n'y arrive pas, si vous avez CU, ce qui est chaudement recommandé, regardez les stats de son vol, expliquez-lui pourquoi visiblement il vole trop lentement peut-être, ou il fait trop de détours, il fait trop de kilomètres sur le côté plutôt qu'aller en ligne droite. Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de choses on peut dire, à tirer de l'analyse des données des vols de vos pilotes. Vous pouvez même les faire, c'est possible de le faire sur CU, de faire jouer deux planeurs simultanément, voire trois, pour regarder comment ils sont partis tous les trois ensemble, et puis ensuite comment ils ont fait chacun leur vol et voir les différences. Donc ça, c'est très riche, vous pouvez avoir des discussions très intéressantes, et vous-même, vous apprendrez beaucoup de choses. Et on va terminer pour cet aspect-là, en dehors de la saison. Oui, profiter de l'hiver pour faire des présentations. Un jour où il y a déjà une autre activité, par exemple une galette des rois et tout, profitez-en pour glisser une proposition de présentation le matin ou après le déjeuner, pour préparer des circuits types, rappeler justement quelles sont les contraintes, expliquer aux gens qu'ils peuvent tenter de faire plusieurs épreuves en un vol. Moi, j'ai déjà vu des pilotes qui ont réussi à faire en un seul vol jusqu'à 5 épreuves différentes. Les 5 heures, les 300 distances, les 300 circuits, les, les 500 distances, voire même le gain de... J'en ai même un qui a fait le gain de 1000 et de 3000 ce jour-là. C'est un seul, non. Alors, il y a deux voix qui s'élèvent. On va regarder
les participants. Alors, comment on fait? Les voilà. Alors, qui a levé la main? Zut, j'ai oublié de voir. Euh, Zut. Attendez, je reviens en arrière. À moins que ici. Non, j'ai pas le nom. Merde. Olivier, tu peux me dire qui a levé? Ah oui, ça y est, je les vois. Julien Henry, c'est ça? Et Bertrand Morisseau. Alors, Julien, c'est à toi. Oui, bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Juste les dessins, c'est Georges Beuville. Ne l'oublions pas, hein, c'était un illustrateur extraordinaire et il faut préserver ce patrimoine. Et j'avais juste une remarque aussi. Tu n'as pas parlé du guide de réalisation des badges FAI et des records. Non, non, Est-ce non, que... pas encore, mais ça va venir. Ah, ok, Il est dans le kit de formation. Je comptais en parler dans quelques minutes. d'accord. Ben, c'est bon pour moi. Bon. Alors, je passe maintenant la parole à euh, Bertrand Morisseau. Vous m'entendez? On t'entend. Bon, alors bonsoir Juju, je te ferai visiter un château de la Loire quand tu voudras, euh, comme autrefois. Juste une chose, il me semblait qu'on avait droit qu'à 2 épreuves par vol. 2 épreuves FAI. Autrefois, c'était comme ça quand j'ai passé mes épreuves. Eh ben, ça a totalement disparu et depuis un paquet d'années, puisque comme je l'ai dit, je suis en train de reconstruire l'historique à partir des données papier conservées aux archives de Saint-Auban. Donc, c'est un travail de titan, mais on apprend beaucoup de choses. Et je peux te dire que ça fait au moins depuis 20 ans que, il est possible de multiplier le nombre d'épreuves autant que permet le vol, à condition de respecter la limite donc imposée par le code sportif et bien sûr de n'utiliser qu'une seule et même déclaration sur les différents loggers s'il y en a plusieurs. Mais sinon, il y a pas de limite. Ok. Bon, donc je reviens à la suite de ma présentation. Bon, tout le reste, on en a parlé. Donc j'avance vite parce que l'heure tourne. Euh, Oui, on a parlé aussi de la partie euh, manifestation festive et reconnaissance. C'est sans doute un domaine dans lequel on n'est pas très très fort. La commission de validation de performance en porte sa responsabilité aussi. Et je pense que nous devons tous essayer de penser à faire briller nos étoiles montantes en les mettant en valeur à l'occasion d'un pot de fin d'année ou même d'une journée où on célèbre des lâchers ou l'arrivée d'une nouvelle machine de célébrer les épreuves qui ont eu lieu récemment, donc de montrer les réalisations. C'est quelque chose d'important de réaliser un vol sur lequel on a ramé et fait plusieurs tentatives qui ont fini par un échec avant de réussir enfin. Moi, je me souviens d'un pilote de Bayo, un très très bon pilote qui a été plusieurs fois champion de France il y a 20 ou 30 ans, qui tentait régulièrement de faire ses 750, qui a dû faire, je ne veux pas exagérer, mais au moins 7 ou 8 tentatives avant de réussir, dont certaines qui se terminaient dans les 10 ou 15 derniers kilomètres. Il a eu au moins 3 ou 4 vaches, mais entre Bayeaux et Chartres, chaque fois. Je tairai son nom, mais c'est quelque personne que Julien doit sûrement connaître. Et il s'est accroché, il a fini par l'avoir, bien sûr. Et mais il en a soupé, hein. Et je suis sûr que le jour où on l'a célébré lors d'une assemblée générale, par exemple, il était sûrement très heureux que tout le monde voit la réalisation qu'il avait faite. Donc voilà, pensez-y. Il y a d'autres choses qu'on peut fêter dans le club, hein, je les ai cités, c'est toujours les mêmes choses. Et j'y rajoute les championnats régionaux notamment, les championnats juniors. Les jeunes sont très sensibles à ça. Bon, motivation, coaching, tout ça, vous le verrez dans le kit de formation. Ça fait 1 heure et demie qu'on est ensemble, donc on va tout doucement aller vers la conclusion de cette présentation. Oui, pensez à une chose quand même. Si vous vous positionnez comme conseiller, comme expert, ne vous mettez pas en situation de conflit d'intérêt entre vos conseils que vous avez prodigués et ensuite le fait que vous allez ensuite ben, contrôler ce que ont fait les pilotes. Et ne vous mettez pas. Bon, personne n'est parfait, nul n'est infaillible. Vous allez peut-être un jour faire une erreur et faire louper une épreuve, ça peut arriver. Mais soyez donc prudents sur ce plan-là, hein. Et vous avez donc, comme je l'ai dit, vos commissaires sportifs régionaux que vous pouvez appeler au pied levé
euh, ou poser une question lorsque vous déposez votre vol, justement parce que vous avez eu un doute ou des choses comme ça. Alors, les supports, on va les regarder plus en détail si vous voulez. Vous avez le chemin pour y aller tout en haut. Donc, ffvp.fr, espace licencié. Donc là, vous rentrez votre matricule, vous cliquez sur accéder à la base de connaissances, vous allez sur sport, le pilote sportif. Là, vous allez dans l'espace central et vous cliquez sur les outils des commissaires et des pilotes. Et là, vous trouvez bien sûr la NP40, la traduction du code sportif et de l'annexe C. Vous avez un document qui s'appelle les badges et diplômes FAI pour le vol en planeur, qui est un document assez ancien que j'ai cessé de mettre à jour parce qu'il est dans un format très lourd et il ne passe pas dans les serveurs, les Google Drive et tout ça. Donc il est plein d'enseignements euh, sur les fondations du code sportif et des badges. Il est plein d'anecdotes et d'aspects historiques. Par contre, il n'est plus tout à fait à la page sur les cas qui sont testés, OK ou KO. Mais lisez-le quand même, il est amusant à parcourir. Vous avez la formation initiale commissaire sportif, qui est donc le support qu'on étudie. Les différents aspects du commissaire sportif en club, qui est une version plus détaillée de l'aspect qualitatif qu'on a juste regardé à l'instant. Le guide EVA, je vais vous le montrer dans un instant, ainsi que le fameux guide de réalisation des badges et diplômes FAI, dont vient de parler Julien Henry. Donc ces deux-là, on va les ouvrir maintenant. Laissez-moi le temps d'y accéder. Alors, Vobisdou. Voilà, zoom. Oh oh, qu'est-ce qui se passe là? Alors, problème de... On va essayer avec celui-ci. Non. Ah, si, il est là. Alors, on va commencer par le guide EVA. Là, je l'ouvre sur mon PC. Je me remets sur Zoom. J'arrête le partage. Et je repartage sur le guide d'utilisation EVA. Le voilà. Donc, ce guide, il n'est pas très très volumineux, hein, et de mémoire, j'arrive pas à voir là. Euh, donc, la personne la plus experte de EVA, c'est Marie Fave, qui est donc notre secrétaire de direction de la Fédé. Il traite toutes les questions à propos des validations, des achats d'insignes et tout. On peut la remercier, c'est un gros boulot. Donc, il y a 15 pages au total. Si vous lisez la table des matières, vous verrez que donc c'est vraiment très détaillé. Les tarifs sont erronés, hein, je vais les changer, donc ne prêtez pas attention là-dessus. Donc, on vous explique comment se connecter. Et ensuite, il y a des captures d'écran qui vous expliquent comment faire ligne à ligne. Et tout est expliqué. C'est assez bien fait. J'ai assez peu de retours de gens qui disent je comprends pas comment il faut faire. Euh, donc vous avez toutes les étapes c'est sans doute la page la plus importante, celle-là, hein. Euh, et donc vous avez les différentes étapes. Il y a six onglets. Vous verrez. C'est plutôt pas mal. Pour la saisie, c'est pas mal. Par contre, pour l'exploitation, après, lorsqu'on veut faire une revue générale, faire des statuts, c'est absolument ingérable. C'est très mal fait. On perd le fil, on est obligé de tout réouvrir et tout ça. Bon, Eva est un outil un peu ancien. Mais lisez-le, ça se lit Ah tiens, vous avez les tarifs là. On va juste y revenir. Alors ça, c'est complètement faux, oui. C'est gratuit, oui, ça c'est vraiment... j'ai honte. Mais donc les dossiers d'homologation sont gratuits, hein, moins de 25 ans comme plus de 25 ans. Par contre, les insignes, c'est ce que je vous disais, c'est 6 euros et 7 euros. C'est rien du tout, sauf l'insigne de diamant, mais on va diviser les prix par 2 ou par 3. C'est en cours de discussion en ce moment au niveau du comité directeur. Donc là aussi, les choses vont bouger. Donc considérez que, on peut le dire, hein, à part les insignes de diamant, c'est pour ainsi dire gratuit maintenant. D'accord? Voilà, vous avez encore le rappel très, très, très formel de vos responsabilités, de vos obligations. Donc l'équipe qui encadre tout ce travail, hein, ça représente quand même plus de 400 dossiers chaque année, et toujours le rappel aux différents documents. Cette page n'est pas à jour du tout, hein. J'en viens maintenant au guide de réalisation. On va passer peut-être un petit peu plus de temps.
parce que c'est un outil qui est très synthétique, donc il a le mérite de vous permettre de voir d'un seul coup d'œil ce qu'il faut faire pour chaque catégorie de badge et d'insigne. On y inclut la Coupe fédérale WeGlide, puisque on fait un travail, enfin, c'est un cheminement commun dans la mesure où les deux sont assis sur le code sportif. Donc vous avez ici, par exemple, pour tout ce qui concerne l'argent, donc les 3 épreuves, avec pour chacune la nature exacte de ce que représente l'épreuve, les moyens d'enregistrement qui sont autorisés, ce qu'il faut faire avant le décollage, ce qu'il faut faire après le vol. Vous voyez? Donc c'est un peu un vadémécum en une seule page, avec en dessous ce qu'il faut savoir, hein, c'est toujours des rappels sur l'utilisation d'une déclaration électronique sur le site de la Fédé, une chose comme ça. Euh, donc en un coup d'œil. Et vous avez ça donc pour le badge d'argent, pour le badge d'or, pour le badge de diamant, pour le diplôme de l'aigle. Vous verrez que les règles sont très très proches. Diplôme de l'aigle et badge de diamant, c'est pour ainsi dire la même chose. Et ensuite pour les diplômes. Là, vous voyez par exemple que pour les enregistreurs de vol, on ne parle plus que des niveaux 1, niveau 2. Le niveau 3 a disparu. Méfiez-vous, si vous utilisez un vieux Garrecht, je ne sais plus, Peshke, je ne sais plus lequel, ou un Volkswagen, ou un LX 5000, vous ne pourrez plus faire un 750 avec ces vieux matériels. Sachez aussi que donc, pour tout ce qui est au-delà de l'argent et de l'or, vous ne pouvez plus faire de déclaration sur Internet et encore moins de déclaration papier. C'est exclusivement sur le logger, donc intégré sur le fichier de vol, que vous ferez votre déclaration. Est-ce qu'on parle des records? Je pense pas. Si, là, vous avez les choses à connaître pour WeGlide. Hein. Donc, le piège, c'est les 36 heures. Je ne sais pas si on l'a mentionné. Oui, c'est ça, sur le lendemain midi. Et donc, les délais pour un record de France, c'est 7 jours après le vol. Hein. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, donc je le dis ici. Euh, Juste aussi, là, j'ai l'esprit un peu éparpillé. La règle d'avoir une homogénéité dans le type du survol des points des zones d'observation, hein, donc autour des points de virage, il y avait une époque où on devait avoir quelque chose de constant, c'est-à-dire soit utiliser des secteurs FAI, hein, donc des, comment dire, des secteurs à partir de la bisectrix de l'axe, etc., ou bien des cercles de 500 mètres. Maintenant, on peut panacher les deux hein, depuis une bonne dizaine d'années. Pensez simplement à réduire la distance de votre circuit si vous avez utilisé des cercles de 500 mètres. Et d'autre part, il n'y a que pour les records que vous devez conserver des distances minimales de longueur de côté de vos triangles. Ce n'est plus requis pour les triangles des épreuves de badge, enfin pour l'épreuve de badge de diamant et de diplôme de l'aigle. Là, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez faire des triangles très aplatis si vous le souhaitez. Je crois que j'en ai terminé. Oui, là, justement, ben, on parle des règles de survol. Là. Oui, c'est le détail. Là, vous avez aussi la déclaration électronique dans un FLARM. C'est un mode d'emploi très utile qu'on va également mettre de façon plus visible sur le site de la Fédé parce que chaque année, on a des loupés dans ce domaine. Donc, pour le guide de réalisation, s'il y a des questions et tout ce que j'ai présenté comme document, allons-y. Sinon, je vais revenir sur... Alors, comment on fait de nouveau pour partager? On va arrêter le partage et on va revenir sur la slide qui doit être celle-ci. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a rien à voir. Donc, je vais descendre le truc. Voilà. Ensuite, tout ça, on l'a vu. Les conseils, le conflit d'intérêts, les supports utiles. Voilà, on en était là. Sur l'IGC, vous pourrez trouver
la liste des flight recorders tenus à jour, donc qui est un document d'origine FAI. Mais généralement, on est informé, enfin, je suis informé assez rapidement et je préviens tous les CSR lorsque il y a une nouvelle liste qui sort. Mais vous voyez, il n'y a rien eu depuis des années. Et enfin, oui, ça c'est un petit tableau qui vous permet de bien comprendre justement l'orchestration, comment se positionnent tous les documents que je viens de vous détailler. Vous avez en bas ce qui s'adresse pour le pilote qui est en bas à gauche et pour le commissaire sportif qui est en bas à droite. Et ce qui est concis, c'est plutôt au sud et ce qui est détaillé, c'est plutôt au nord. Donc par exemple, l'annexe C, c'est à la fois pour le pilote et pour le commissaire et c'est très au nord parce que c'est très détaillé. Les badges et diplômes, ce document fleuve, je l'ai mis là parce qu'il est très détaillé. La NP46, bon, elle n'est pas à jour, c'est mes derniers travaux à finir. Alors ça, le titre, je ne l'ai pas changé. On a changé de titre sur ce document, donc il faut que je le mette à jour. Le code sportif qui s'adresse aussi bien pour les commissaires que pour les pilotes, qui est donc qui brasse très large, mais qui est plutôt concis en fait. La formation au commissaire sportif, qui est assez concise sur les aspects code sportif, et le guide des réalisations, qui est également très concis et qui intéresse les pilotes, qui leur permet de voir en un clin d'œil ce qu'il faut penser à faire avant et après le vol. Et je crois que ça doit être la fin de notre présentation. Voilà, il est 21h16, donc ça fait bientôt 2 heures. Euh, Y a-t-il d'autres questions? Ah, je vois 2 questions posées. Alors, voilà. Jean-René, tu as la parole. On ne t'entend pas bien, parle plus fort. Ah, on t'entend pas du tout. Pourtant, tu as ton micro ouvert, mais là, il y a un souci avec ton matériel. Bon, pendant que tu résous tes problèmes, je vais donner la parole à Carlo Dissou, et puis on te reprend dans la foulée. Carl, tu as la parole. Oui, vous m'entendez? On t'entend bien. Bonne soirée tout le monde. Juste j'espère avoir bien compris, quand on est commissaire sportif, c'est au titre d'un club ou c'est partout en France? Alors, c'est au titre d'un club. Tu peux éventuellement intervenir dans un deuxième club si tu le spécifies à la commission validation des performances. Ceci dit, EVA te permet de saisir n'importe qui pour n'importe quoi. D'accord, mais C'est-à-dire, EVA ne fait pas de tri sur l'appartenance du commissaire sportif. dans les faits, si, enfin oui, donc ça veut dire que je suis à Saint-Gaudens, l'été je vole à Vinon, je peux être déclaré sur les deux clubs éventuellement et Voilà, alors en principe, on s'appuie comme club natif, celui où a été émise ta licence. Mais si tu veux officier en tant que commissaire sportif à Vinon, euh, tu peux le faire. Il faut simplement que tu fasses un simple courriel de 3 mots à la commission. Donc c'est commission.validation performance ou validation des performances. Je ne me souviens même plus. Attends, on doit la retrouver sur un des documents. Et juste pour nous le notifier, éventuellement tu mets en copie les 2 commissaires sportifs régionaux qui donc sauront que tu officies dans 2 régions différentes. Si c'est donc là dans ton cas, c'est bien les 2 régions différentes. Donc tu préviens Guylaine et puis Jean-Marc Savoie et c'est bon, hein. très bien, merci. Alors on va tenter de nouveau avec Jean-René Millet. Voilà. Alors là actuellement tu es en mode micro fermé. Je ne sais pas ce qui se passe. J'arrive pas à te donner la main. Fais de nouveau une. Voilà. En principe, tu as la parole là. Non, ben on t'entend pas. Non. Si tu veux, je sais pas ce qu'on peut faire. Euh, Est-ce que tu veux que me téléphoner et puis je relayerai ta question auprès de tout le monde? Non, là, est-ce que tu m'entends? Oui. Voilà, c'est parfait. Ça, on Alors, t'entend.
Voilà, donc je disais, je suis arrivé en cours de réunion, mais bon, j'avais complètement oublié. Et donc, tout à l'heure, il a répondu à mes questions. Bon, de toute façon, le J'espère que c'est webinaire a été enregistré, donc tu pourras demander à la Fédé le lien pour écouter la partie que tu as loupée. Bien, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette session. Je vous remercie pour votre participation. J'aimerais juste dire un dernier mot. C'est simplement vous dire que la fonction que vous allez donc, les 25 rookies qui démarrent cette année, elle prendra l'ampleur que vous voudrez lui donner. Et donc, vous pouvez rester à attendre que les demandes de validation arrivent jusqu'à chez vous. Vous serez sans doute moins occupé que si vous êtes plus proactif, que vous vous mettez en mouvement pour aller vers les pilotes, aller vers les instructeurs, éventuellement vers les dirigeants de club, pour justement faire que les badges soient connus des gens, parce que beaucoup de gens ne savent même pas en quoi ils consistent, et comment faire pour les réaliser, leur montrer que finalement c'est pas si sorcier, les aider donc pour que ça se passe dans les meilleures conditions. euh, et les résultats suivront très rapidement. On le voit très clairement dans plusieurs clubs qui sont devenus, pour certaines, des usines à badges, alors qu'elles ont des effectifs numériquement peu étoffés. Ce sont les mêmes d'ailleurs qu'on retrouve dans le championnat des clubs ou dans la Coupe Jacques Gomy. Enfin, c'est une question d'investissement personnel. Donc je vous souhaite à tous les commissaires sportifs présents ce soir, et notamment les débutants, je vous souhaite beaucoup de bons moments en vol, mais également au sol en tant que commissaire. Voilà, j'en ai terminé. Je vous dis merci et bonne soirée, bonne fin de soirée à tous. Merci Jean-Michel. Merci beaucoup. Merci beaucoup et Merci. bonsoir à Juju. Merci. Au revoir. Bonsoir, merci. Allez, bonne soirée. Merci Olivier.